du PPRD. Radio 50. Décryptage. Gardi Diane. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la 96.2 MHz, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans ce nouveau numéro de décryptage, je reçois Jean-Jacques Mamba, cadre du MLC, avec qui nous allons parler du gouvernement des cohésions nationales. Jean-Jacques Mamba, bonjour. Bonjour. Oui, aujourd'hui, récemment publié, le gouvernement des cohésions nationales continue à faire parler de lui. Comme on l'a dit tout au début, mais j'aimerais d'abord savoir, la plupart des gens, la classe politique, essaie un peu d'évoquer une question. Je ne sais pas quel serait votre avis, on parle de la géopolitique. Est-ce que cela constitue, est-elle vraiment impérieuse en ce moment ici? Oui, bon, écoutez, par rapport à ce gouvernement, il y a beaucoup de choses à dire. Mhm. Bon, déjà au niveau de la sémantique, nous, de l'opposition, principalement au MLC, nous estimons que c'est un gouvernement d'ouverture. Mhm. Ce n'est nullement un gouvernement de cohésion nationale. Et pourquoi donc? Pour la bonne et simple raison que les bases sur lesquelles ont été établis ce gouvernement ne sont pas des bases qui découlent d'un compromis politique global. Et donc, de ce fait, le président de la République a choisi d'élargir sa majorité en cooptant quelques cadres, parmi les nôtres aussi d'ailleurs, et ceux de l'opposition dite républicaine, pour élargir sa majorité. Et d'ailleurs, vous avez des statistiques très simples. Vous avez 47 ministres et vous avez 7 de l'opposition. Donc déjà, au niveau du principe de l'équité, ça pêche. Donc pour nous, nous considérons que le président de la République a élargi. Est-ce que pensez-vous pas que malgré ces problèmes d'équité évoqués, fallait-il pas respecter le rapport de force par rapport à chaque parti? Oui, mais lorsque nous sommes dans une proportionnelle, alors nous sommes dans une logique purement électorale. Donc là, ce n'est pas de la cohésion nationale. La cohésion nationale est basée sur le compromis politique. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ramène tout à zéro. Vous avez toutes les composantes, la société civile, l'opposition et la majorité. Mais ils y sont. Mais dans quelle proportion? Dans des proportions purement électorales, c'est-à-dire selon la configuration Parlement. Et dans ce cas-là, nous sommes dans un gouvernement d'élargissement. Vous avez bien vu ce qui s'était passé en France à l'époque de Sarkozy. Sarkozy a fait appel à Bernard Kouchner, qui est du Parti socialiste, et donc ça, c'était de l'ouverture, de la large ouverture. Il n'était nullement question d'un gouvernement national en ce moment, enfin de cohésion nationale en ce moment-là. Mais alors, vous ne voulez pas qu'on parle de gouvernement de cohésion nationale. J'aimerais bien savoir quelle est la différence d'ordre, partant du sémantique, comme vous venez de le dire. Quelle serait donc la nette différence entre un gouvernement d'ouverture et de cohésion nationale? Quels sont vraiment les critères? Un gouvernement de cohésion nationale, c'est un gouvernement qui est basé sur un compromis politique. N'est-ce pas un compromis? Parce que vous venez de cohésion nationale, des concertations nationales. Oui, mais des concertations nationales, il n'y a pas eu table rase, par exemple, dans les proportions, dans la répartition des postes, dans la définition du cahier de charge. On devrait avoir un compromis politique pour avoir un gouvernement nouveau, c'est-à-dire là, vous avez M. Matata qui a été maintenu. Il y a eu un remaniement. Pour preuve, les ministres n'ont même pas presté, enfin, ne sont pas venus faire la prestation de serment. Donc, il y a eu un remaniement. C'est un remaniement de la majorité. Je ne vois pas en quoi cela ressemblerait à un compromis politique. Nous avons eu ce type de gouvernement il y a longtemps. Et si vous connaissez l'histoire de ce pays, je suppose que c'est le cas. À l'époque où il y avait le Palais des Marbres, Palais des Marbres 1, Palais des Marbres 2, vous allez remarquer qu'à l'époque, c'était des compromis politiques globaux. C'est comme il y avait aussi avec Sun City. Donc ici, nous sommes dans un cas de figure où le chef de l'État, au nom de la, entre guillemets, cohésion nationale, a voulu élargir son équipe. Mais bon, ce n'est pas plus que ça. Donc, voilà. Essayons un peu de s'en passer de ce problème d'ordre sémantique et le problème de la géopolitique. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Jacques Mamba, pensez-vous que le Congo, où ces gouvernements tant attendus, a plus besoin des compétences ou des représentativités dans différentes provinces? Bon, il faut trouver le juste milieu. Hein. Ce n'est pas orthodoxe d'avoir, même si la représentativité, je dis électorale, donne une certaine prédominance, quoique nous, le MSC, nous contestons aussi d'une certaine manière, et même le chef de l'État lui-même avait dit qu'il y avait des irrégularités lors des élections. Partant de ce postulat, nous pouvons dire aussi que si on ne doit se baser que sur les résultats électoraux et la prépondérance de certaines provinces, des provinces de l'Est ou de l'Ouest par exemple, ça serait faussé. Donc il faut rééquilibrer. L'homme politique a la responsabilité de créer les équilibres et c'est une question qui est quand même notoire, bien que la compétence est quelque chose de très très important. Il me semble bien que le chef de l'État à un certain moment
cherché 15 personnes pour travailler avec et il ne nous a toujours pas dit s'il les a trouvées. Donc je pense que il faudrait faire un mélange, un équilibre soigneux pour essayer d'avoir tous ces aspects-là et la compétence et une géopolitique respectée qui crée la cohésion, qui ne fait pas l'objet de polémiques ou de contestations. Je veux poser une question de curiosité, M. Jean-Jacques Mamba. Est-ce qu'avec ce gouvernement de cohésion nationale, pensez-vous pas que le chef de l'État pourrait au moins, cette fois, avoir des gens compétents sur qui compter, comme il a toujours voulu? Bon, vous savez, dans ce pays, il y a plusieurs personnes qui sont compétentes. Le chef de l'État, bon, peut-être qu'il ne les voit pas, mais le vrai problème, ce n'est pas la compétence dans ce pays. C'est la volonté politique et l'absence de sanctions. Voilà. C'est l'absence de sanctions. Le chef de l'État nous a promis qu'il y avait des portes ouvertes, les prisons avaient des portes ouvertes. Il y a rarement des personnes pour incompétence ou mégestion qui y sont allées. Donc, on a vu des prisonniers d'opinion qui ont été arrêtés pour leurs opinions. Donc, dans un pays où il n'y a pas la sanction, où les lois existent mais ne sont pas respectées, vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est ce qui fait que on est dans une plaque tournante, dans un cercle vicieux, où nous cherchons des compétences et elles sont là, mais les compétences sont dans un système qui leur permettent, par moments, qui sont même des fois obligés à faire comme à l'époque de Mobutu, se caractériser par de la mégalomanie, de la mégestion et voilà, toute forme d'incompétence ou toute forme d'inefficacité par rapport à ce qu'attend la population. Et voilà. Monsieur Jean-Jacques, parlons un peu, entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. On parle du social. Le social reste encore un grand défi pour le gouvernement congolais, Matata 1, Matata 2 aujourd'hui. J'aimerais poser une question. Est-ce que le gouvernement actuel, le Matata 2, en fait, n'est pas mieux outillé, surtout tenant compte de performances macroéconomiques, je dirais, réalisées par le gouvernement précédent? La question est pertinente, mais comment voulez-vous qu'elle soit outillée s'il n'a même pas un ministère des Affaires sociales? Donc voilà, un point important. Vous êtes en train de parler des aspects sociaux, de la prise en charge des populations au niveau social, et cela se décline dans la santé, l'éducation et tout ce que vous voulez. Mais le chef de l'État a apparemment oublié ou il n'a pas encore pensé à créer ce ministère. Nous attendons qu'il le crée. Donc déjà, c'est un mauvais départ. Bon, maintenant, même quand ce ministère existait, est-ce que ce ministère avait été en bon point? Est-ce qu'il avait les leviers des actions qu'il devait mener ou les moyens des actions qu'il devait mener? Je ne pense pas. Donc il faut peut-être voir au niveau du budget, comment le budget était ventilé. Et il faut aussi voir comment utiliser l'argent les deniers publics, c'est-à-dire que les investissements sociaux comme les hôpitaux, les écoles. Il y a plusieurs accords qui ont été engagés, qui n'ont jamais été respectés. Mboudi, la gratuité des frais scolaires pour les enfants. Vous avez l'hôpital de Cinquantenaire qui est souvent vide, très propre. Moi, je croyais qu'il n'était pas fonctionnel, mais il est plutôt vide parce que les gens ne peuvent pas payer leurs consultations. Donc, on est ici dans une situation de figure, dans un cas de figure qui est quand même dramatique. Donc, nous, l'opposition, le MLC, nous décrions, mais nous encourageons simultanément nos autorités à vraiment faire, à respecter leurs engagements. Parce qu'au fait, lorsqu'on a proclamé l'année du social, le salaire des fonctionnaires n'a même pas augmenté de 50%. Ça fait 17 ans que nous sommes dans la même situation. Bien qu'il y a eu il y a eu une majoration, bien que on rajoute une majoration de 10 000 francs, mais je veux dire que ce n'est pas conséquent. Vous savez, pour ceux qui sont ici depuis 15-20 ans, on vous racontera que le vécu quotidien, je vais vous donner un bête exemple, le carton de poisson qui coûtait peut-être il y a 10-15 ans, qui coûtait $10, $20, aujourd'hui il est à 3 fois le prix. Donc si le coût de la vie est aussi cher et que les salaires ne suivent pas et que l'État ne s'investisse pas dans l'amélioration des conditions de vie, dans le panier de la ménagère, ces efforts-là ne seront pas considérés. Donc ce que je vous dis, c'est que la situation est catastrophique. Un professeur qui gagne 70 000 francs, dès qu'il se soigne à l'hôpital du Cinquantenaire, il ne pourra pas payer son loyer. Donc dans ce cas de figure, un gouvernement déjà qui n'a pas de ministère de l'Affaires sociales, moi je ne sais pas comment ça va, vers où nous allons, quoi. Donc on va essayer d'observer et on verra ce qui va se passer. Mais en revenant sur cela, c'est d'ailleurs pour ça que je posais la question, à en croire ou à entendre les déclarations du Premier ministre. Et donc, le gouvernement Matata 1 a juste posé les jalons. Cette fois, peut-on quand même espérer, bien que vous soulevez le problème du ministère des Affaires sociales? Non, alors je ne pense pas. Vous savez, l'AFDL est arrivée en 97. Elle a conservé le pouvoir pendant 17 années. On ne devrait plus être à l'étape de poser les jalons. Ici, on devrait être dans des actions et des présentations de bilan chiffrés. On n'a même pas parlé de la scolarisation ici. Nous avons près de 6 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. Nous sommes un pays totalement dépendant. Donc même pour ça, il faut que l'UNESCO finance. Pour les hôpitaux, pour traiter Ebola, il faut que l'UNESCO finance, que l'OMS intervienne. Donc, je veux dire,
il faut être conséquent. On ne va pas continuer à rester primaire et commencer à se justifier du fait qu'on a posé des jalons. Non, on est dans l'exécutif, on gère. Je crois que 15 ans, c'est assez pour avoir des évolutions substantielles et quantifiables. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on est tout le temps dans les formes d'excuses par rapport à soit la guerre, par rapport à soit les moyens. Mais le peuple lambda, la communauté internationale attend beaucoup, le Congolais moyen attend beaucoup, et ça ne vient toujours pas. Mais à ces sujets, parce qu'on parle de la scolarité, les gouvernements nous a déjà dit, et je crois que certains peuvent en témoigner, il y a la gratuité de la scolarité au niveau des écoles primaires qui sont déjà effectives dans certains coins. Écoutez, il faut être très pratique, hein. Moi, mon fils aîné, il étudie dans une école d'ailleurs conventionnée. On vous parle de gratuité, mais on vous parle de la contribution des parents qui remplace finalement le Minerval et dans des proportions qui sont tout à fait non accessibles. Vous avez des écoles pour les... Écoutez, moi, mon frère a étudié dans la même école à l'époque. Pour toute une année, il payait plus ou moins $80. Je ne vais pas citer l'école. Aujourd'hui, ils sont à $400. Donc, à quoi sert de passer à la télé, de faire des grosses déclarations, de signer des décrets ou des ordonnances présidentielles, alors que dans les faits, on n'a pas la maîtrise finalement sur le terrain de ce qui se passe. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que oui, la gratuité, mais oui, la subvention qui soutient cette gratuité. Vous allez demander à un établissement scolaire de ne pas facturer les frais de scolarité, mais vous ne lui envoyez pas de l'argent pour payer ses professeurs, ou vous payez à ses professeurs 50 000 francs congolais, ou des fois vous ne les payez pas. Donc comment est-ce que vous soutenez il faut avoir les moyens de vos lois. Donc les moyens de vos lois, ce sont les subventions. Donc lorsque vous créez une loi comme ça, derrière, il faut qu'il y ait une subvention pour soutenir l'école qui va l'appliquer. Mais par rapport à ce que vous venez de soulever, Monsieur Jean-Jacques, est-ce que le problème, d'abord, j'aimerais le voir dans deux aspects. Est-ce que d'abord, c'est pas le manque de suivi au niveau du gouvernement qui a institué quelque chose et il ne sait pas, comment dirais-je, faire le suivi en fait, essayer de voir l'effectivité de cette décision, ou c'est au niveau des écoles qui prennent parfois des initiatives personnelles? Mais non, les initiatives personnelles, je ne pense pas. Le vrai problème que nous décrions, nous, au MLC, c'est qu'on a eu l'impression, et on a quand même cette impression jusqu'à présent, c'est que le parti ou la majorité est restée dans une campagne électorale. Il y a plusieurs cas comme ça que nous pouvons citer. Vous avez le cas de Transco, vous avez le cas même de l'hôpital du Cinquantenaire, vous avez le cas de la bancarisation. Rappelez-vous qu'à l'époque, les frais bancaires ou les AGO étaient pris en charge par le gouvernement. Je ne sais même pas s'il y avait un vrai budget pour vérifier combien ça allait coûter à ce gouvernement. Et à un certain moment, de manière unilatérale, ils ont décidé de ne plus prendre en charge ces frais. Et donc, les fonctionnaires sont retrouvés dans des situations très déplorables. Beaucoup n'étaient pas payés ou beaucoup ont vu leur salaire. Ce n'est même pas un salaire, là, c'est vraiment ce qu'ils gagnent, je vais appeler ça comme ça, amputés des AGO et d'arriérés d'AGO. Donc, je veux dire que l'État s'inscrit dans une vision pérenne et un gouvernement n'est plus en campagne électorale. Ils ont le pouvoir. Ils doivent éviter des déclarations si elles ne sont pas soutenues par des vrais programmes. Vous avez la Transco, le DG qui démissionne après 6 mois, bon, parce qu'il y a la mégestion et je ne sais pas déjà combien de bus sont en panne, parce qu'on n'y a pas prévu un mécanisme ni d'une usine de montage, ni d'un stockage stratégique des pièces de rechange. Et ça va passer comme les STUC qui étaient ici, ça va passer comme CITAS qui était ici. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on doit s'inscrire dans la durée et éviter le tape à l'œil. Et ça, c'est vraiment une stratégie de campagne, mais que le gouvernement a transformé en stratégie de gestion. Et le gouvernement gère un peu les choses comme ça, et c'est un peu triste. Voilà. Et parce qu'on parle de budget, aujourd'hui, 9 milliards. Est-ce que, pensez-vous, avec le défi qui se pointe à l'horizon, le gouvernement actuel pourra au moins avoir des moyens conséquents pour essayer de relever, tel qu'améliorer le problème des sociales où nous évoquons tout à l'heure? Écoutez, lorsqu'on parle du budget, on parle de la captation des recettes et la manière dont elles seront ventilées, dans la manière dont elles sont ventilées, comment l'argent de l'État sera utilisé. Bon, maintenant, vous parlez de 9 milliards. Moi, si je vous prends la moyenne relative des pays voisins, nous sommes à 20%, par exemple, de ce que fait l'Angola, alors qu'en termes de population, en termes de ressources, nous sommes à plus ou moins 30 à 40% plus de ressources et on vient de découvrir le pétrole chez nous. Donc 9 milliards, pour moi, c'est tout à fait dérisoire. Et il ne faut pas oublier que nous avons un fait démographique. Ça veut dire que si nous avons un budget qui ne croît pas proportionnellement au taux démographique, eh ben, la population s'appauvrit. Donc pour les 70 millions d'habitants que nous sommes aujourd'hui, 9 milliards, c'est insignifiant. Maintenant, il faut chercher à savoir si ce sont des minimalisations des recettes ou c'est simplement le manque de stratégie de voir comment on peut accroître ce budget en détectant, en dénichant des recettes supplémentaires. Donc, pour ce budget-là, je pense qu'il est tout à fait incohérent parce que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de postes qui dépendent encore de l'aide extérieure.
Et le budget passé, il y avait près de 50% des 7 milliards qui devaient venir de l'extérieur. Les bailleurs n'ont pas honoré leurs engagements. Et c'est ce qui expliquait qu'à un certain moment, vous aviez vu des postes détournés avec M. Kitebi qui avait pris l'argent de l'opposition pour l'affecter à d'autres nécessités. Donc bref, mais est-ce que cette question de M. Patrice Kitebi, il est fait, je dirais qu'on doit rester un peu réservé parce que jusqu'à présent, on ne sait pas encore établir la culpabilité de M. Kitebi, savoir si réellement il a pris de l'argent ou pas. Mais oui, mais vous m'avez suivi, j'ai dit qui aurait pris de l'argent pour l'affecter à l'unité du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Maintenant, c'est la justice qui va démontrer si ça a été le cas ou pas. Je ne fais que reprendre ce qui a été dit. Mais pour qu'une telle nécessité apparaisse lors d'un exercice budgétaire, c'est parce qu'il y a des fonds qui n'étaient pas entrés. Il fallait utiliser des fonds existants ou des lignes existantes pour des nécessités beaucoup plus probantes. Dixit M. Kitebi, mais ici on montre bien que les partenaires qui conditionnent de plus en plus leur aide ils font la part du gâteau dans notre budget national, et dès l'instant qu'ils n'honorent pas leurs engagements, nous sommes en difficulté. Et voilà, parce qu'on en parle, M. Jean-Jacques, aujourd'hui, comme vous venez de soulever à l'absence du ministère des Affaires sociales, alors, pour un gouvernement, surtout tenant compte des faits sociologiques, comment s'y prendre pour essayer un peu de faire mieux, ou sinon de relever ces multiples défis qui se pointent? Vous savez, c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile de vous répondre parce que déjà, à la base, on ne sait même pas si c'est un oubli, ou c'est un manquement, ou c'est fait de manière très prémonitoire ou de manière très réfléchie. Donc déjà, répondre à cette question-là, c'est avoir des éléments pour votre réponse. Bon, maintenant, on va imaginer que demain, on crée ce ministère. Il faut établir un cahier de charges clair, mais aussi il faut donner les moyens. Parce qu'ici, vous avez un pays où le budget est ventilé tel que les institutions consomment plus ou moins 60% du budget. Donc, lorsque je parle des institutions, vous avez la présidence de la République, vous avez le Sénat, vous avez le Parlement et les autres institutions qui prennent plus ou moins 60%. Et vous avez un budget où l'éducation nationale prend 1% et le ministère des Affaires sociales prend 0,7. Je peux me tromper dans les calculs, mais il n'atteint pas les 1%. Donc, au niveau de la ventilation des recettes de l'État, de la richesse du pays, si on veut vraiment avoir un gouvernement qui s'occupe du social, il faut d'abord commencer par doter ce ministère des moyens conséquents. Je ne peux pas imaginer que dans une ville comme Kinshasa, il y ait des gens qui soient chassés de Brazzaville, considérés comme irréguliers ou comme clandestins, et qu'ils arrivent dans une ville comme Kinshasa, pendant une année, ils logent sous des tentes en face d'une commune. L'État n'a pas les moyens de les reloger. Donc comment voulez-vous avoir un État qui est dans l'incapacité de s'occuper de ses propres réfugiés dans la capitale, qui puisse faire mieux? Donc là, c'est un Mais Monsieur Jean-Jacques, est-ce que le gouvernement n'a pas fait le nécessaire en essayant, je ne sais pas. Mais j'aimerais savoir, est-ce que le fait d'attendre, essayer de rapatrier, de ramener chacun chez soi, n'était pas une bonne stratégie pour vous? Mais écoutez, le gouvernement ne nous représente pas pour essayer des choses. Le gouvernement nous représente pour répondre et trouver des solutions. Est-ce que la solution, elle est finale? Est-ce que cette personne a reçu une totale prise en charge? Il y a des gens à qui on a remis juste l'argent pour le transport. Et les personnes que vous voyez en face de la commune n'ont pas eu de solution. Donc le gouvernement n'est pas là pour essayer, pour dire nous avions essayé de faire ceci. Le gouvernement est là pour répondre parce que c'est le gouvernement qui a la charge, qui a la responsabilité régalienne de la sécurité des personnes et de leurs biens, des aspects sociaux, de tout ce que vous voulez. Donc ici, nous ne sommes pas dans un cas de figure où on devrait commencer à devenir les avocats du gouvernement. Le gouvernement de la majorité s'est engagé et a prêté serment de respecter la Constitution. Dans la Constitution, c'est bien mentionné qu'il faut protéger les citoyens, respecter leurs droits. Dans la protection, il y a la protection sociale, et ça, c'est une faille. Et voilà. Cette fois, on parle sécurité, monsieur Jean-Jacques. Après le social, aujourd'hui, le chef de l'État l'a si bien dit dans son discours. Aujourd'hui, le problème de la sécurité, de l'étendue du sol de la RDC n'est pas seulement un problème du gouvernement ou des services de sécurité, mais également la part de tout un chacun. C'est-à-dire chacun dans son domaine peut apporter quelque chose pour essayer un peu de faciliter cette tâche au gouvernement. Mais est-ce que cette logique est respectée, surtout pour vous, ceux de la majorité? Je ne suis pas de la majorité. Et pour l'opposition, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État. J'ai aussi remarqué qu'il a parlé d'inattention quant à ce qui se passait à Béni, une inattention de nos phares d'essai. Et bon, bref,
Pour être clair avec vous, si vous prenez le discours de l'année passée, de ces 15 dernières années, le problème de la sécurité est repris dans les mêmes termes, avec les mêmes expressions. On vous parle de petites poches d'insécurité, on vous dit que la situation sur l'ensemble du territoire national est revenue dans l'ordre, que nous... Non, il y a cette rhétorique-là qui minimise finalement ce qui se passe dans les faits. Non, Monsieur Jean-Jacques, pour ne pas vous arracher la parole, est-ce qu'il n'y a pas évolution? Parce que s'il faut entendre, s'il faut comparer les deux discours, autrefois, il y avait guerre, mais cette fois-ci, on ne parle plus d'une guerre non, je normale. Ne suis pas défaitiste. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien eu. Sinon, non, nous sommes des républicains, nous devons encourager nos phares d'essai, nous devons devenir une armée dissuasive et empêcher toutes les velléités de nos voisins. Ça, c'est pas... Il n'y a pas photo, je suis en train de vous dire qu'il y a évolution, mais je vous explique aussi la rhétorique qui tend à minimiser les faits et la situation actuelle. Il n'y a pas d'excuse lorsque un seul Congolais meurt, il n'y a rien à minimiser. Vous savez, dans certains pays, j'ai vu un maire qu'on a mis en prison, un maire, donc on va dire ici comme une commune, simplement parce qu'il n'aurait pas pris les dispositions nécessaires pour évacuer une ville alors qu'une tempête arrivait. Donc, il y a eu des personnes qui sont mortes et lui, il a été en prison pour homicide involontaire et on l'a traité d'irresponsable. Donc, dans notre pays, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, on devrait sanctionner les personnes qui s'illustrent par ce qu'on appelle de la trahison, par toutes les choses qui font en sorte que la sécurité ne soit pas au bon point. Maintenant, nous avons nos amis de la communauté internationale au travers de la mission de la MONUSCO qui nous aident. Je crois que c'est aussi à cause d'eux que la situation a évolué. Mais cette rhétorique-là doit s'arrêter, c'est-à-dire qu'on ne doit pas chaque année avoir des excuses parce que nous ne sommes pas en mesure d'assumer nos fonctions régaliennes, de former notre armée. Non, on doit arrêter tout ça. C'est-à-dire que nous, opposition républicaine, nous, MLC, nous disons, nous n'avons pas besoin de plus de 3 ans pour mettre une accalmie définitive. Et voilà, parce qu'on en parle aujourd'hui, il y a récemment le Rwanda qui a accepté, cette fois, de recevoir sur son sol les rebelles, les FDLR, qui autrefois étaient pourchassés par le Rwanda, qui d'ailleurs servent aussi de prétexte pour le Rwanda d'infiltrer le sol congolais. Alors, est-ce que cela aussi n'est pas un pas important pour clore définitivement ces dossiers? Oui, nous remercions tous les efforts fournis dans le sens de la diplomatie, pour obliger finalement, parce que ce n'est pas de bon cœur que M. Kagame reçoit ses frères rwandais Hutus des FDLR. Je pense qu'il y a eu un travail de lobbying et je salue ici le travail fait par la cellule de suivi avec M. François Mamba et M. Chibanda, enfin toutes les personnes qui sont impliquées pour que ce dossier avance. Hein. Donc là, à ce niveau-là, je peux vous dire que c'est une avancée. Mais malheureusement, ce sont des acteurs qui ne sont plus actifs sur le terrain. Ceux qui sont actifs maintenant, c'est ceux qu'on appelle les ADF NALU, ou ceux qui se feraient passer pour les ADF NALU. Et jusqu'à preuve du contraire, ils continuent à être très opérationnels. On me parle aussi de poches d'insurrection. Il y a des gens du M23 qui se seraient infiltrés dans ce groupe. En fait, il y a à boire et à manger. Mais bon, comme je vous dis, la vie est sacrée, la vie du Congolais est sacrée. Et l'État devra répondre de toutes les vies humaines que nous perdons de par son inattention, comme a dit le chef de l'État. Et nous appelons aussi le chef de l'État à renforcer les mécanismes de suivi, à renforcer les unités, à vraiment faire en sorte que cela n'arrive plus et vraiment que l'année prochaine, s'il y a discours, que nous n'ayons plus cette rhétorique où on continuera à se plaindre et à dire qu'on doit renforcer sans pour autant finaliser et avoir vraiment une armée dissuasive et apporter la calmie totale. Moi, je vous dis, le MLC l'aurait fait en 3 ans. Là, nous avons 15 ans. Et non, mais c'est une certitude. Là, nous sommes à 15 ans et c'est un peu compliqué. Et voilà. Alors, parce qu'on parle de cette question de sécurité, aujourd'hui, le chef de l'État l'a aussi épinglé dans son discours. Aujourd'hui, il faut réduire l'effectif de la MONUSCO, qui est d'ailleurs la plus grande mission des Nations Unies au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les moments est-il opportun pour prendre une telle décision? Mais écoutez, le chef de l'État est l'autorité suprême, il est le chef des armées, donc il doit avoir certainement des éléments sur lesquels il se base. Je ne vais pas ici faire l'apologie du discours de M. Kobler qui a directement répondu au chef de l'État pour lui dire que sa mission provenait du était avalisée par le Conseil de sécurité. Je ne ferai pas son apologie, mais je crois que la MONUSCO est là en renfort. Et la MONUSCO répond de notre incapacité à avoir une armée forte et dissuasive et bien organisée. Donc, avant de demander cela, je pense que le chef de l'État devrait davantage se concentrer pour que nous ayons des personnes aguerries. Parce que je pense que le M23 a fait ce qu'il a fait, il est arrivé jusqu'à Goma et ainsi de suite. Mais sans l'appui de la MONUSCO, on serait peut-être aujourd'hui dans une autre forme
d'excuses. Donc la MONUSCO a apporté un appui logistique, un appui avec des drones, avec des hélicoptères de combat et tout ça. Et il faudrait, avant que nous tenions ce genre de propos, enfin c'est ce que moi je pense personnellement, s'assurer que nos forces sont assez aguerries, assez bien équipées pour continuer cette mission. Mais ne pensez-vous pas qu'après avoir pris une telle décision, le chef de l'État s'est dit aujourd'hui que le nécessaire est fait et qu'aujourd'hui les FRDC sont capables de continuer ce travail? Oui, le chef de l'État peut le penser, mais le terrain répond autrement. Ça veut dire qu'il était lui-même à Béni. Il est parti, on a massacré 50 personnes, on vient de le faire encore il n'y a pas longtemps. Donc ce que lui, il peut penser des FARDC, et moi je peux le penser aussi, parce que c'est ce que nous souhaitons tous, la réalité du terrain nous répond autrement. Donc les gens continuent à mourir. Si les FARDC étaient au bon point, si elles étaient déployées en nombre suffisant, avec des moyens suffisants, ce genre de cas, vous savez, tuer 80 personnes en une nuit, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en ce moment-là, l'autorité n'est pas là. Nous n'avons pas encore assez d'éléments, nous n'avons pas encore assez de moyens pour empêcher ce genre de choses. Et je ne pense pas que la situation du terrain, là je pense que la situation du terrain contredit le chef de l'État. Donc maintenant, il y a des efforts à fournir et nous sommes des républicains, nous allons encourager ces efforts. Tout ce qui est positif, nous on appuie, mais ce qui ne va pas, il faut le décrier pour encourager. Non, avant de finir avec cette question, j'aimerais qu'on reste un peu sur ces sujets. Hier, le M23, aujourd'hui les ADF, oui, certes, ils sont encore actifs, il y a de postes d'insécurité, mais est-ce que, monsieur Jean-Jacques, ne pensez-vous pas que c'est une question je ne dirais pas de temps, mais essayez un peu d'essayer de poursuivre, de laisser, comment dirais-je, le FRDC essayer de poursuivre petit à petit ses travaux, parce qu'avec le M23, on connaît bien, c'est une guerre qui a daté de plusieurs années, ou je dirais même d'une décennie, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution sur terrain, je sais, il y a de massacres, mais on sent que l'engagement total des FRDC est certain. D'aucuns pensent que dans les jours à venir, cette situation pourra finir. Est-ce que pensez-vous également de la même manière? Vous savez, monsieur, derrière notre micro à Kinshasa avec un beau soleil, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut le penser, mais essayez de dire ça devant une personne dont on a tué le père et la mère à Béni au lendemain de ce genre de meurtre. Essayez de lui expliquer ce que vous dites là. Ces personnes-là sont dans une impatience totale. Il n'y a pas de délai à donner. Chaque fois qu'une personne meurt, n'allez pas expliquer à cette personne, vous savez, nous sommes en train de faire le nécessaire. Il faut déployer un nombre suffisant, des stratégies suffisantes pour arrêter ça. Il n'y a pas de délai, monsieur. Lorsqu'il y a mort d'homme, il y a des opérations sur terrain. On ne va pas se cacher derrière une forme d'organisation. Ce que nous disons, c'est que ils opèrent à l'arme blanche. Il y en a beaucoup qui sont certainement infiltrés. Ben, je pense que nous avons des brevetés d'état-major, nous avons des personnes aguerries dans les renseignements et ainsi de suite, parce que je crois que c'est le cas. Il faut que ces personnes-là soient mises ensemble pour mettre un terme. Moi, je parle de mettre un terme, je ne parle pas d'éradiquer petit à petit. Quand vous dites petit à petit, c'est comme si les personnes qui sont victimes de ces atrocités sont patientes. On peut le dire ici à Kinshasa, on est tranquille, on parle de réorganisation, mais il y a des gens à Béni qui n'ont plus vu leur maison depuis des mois et des mois. Donc un jour pour eux, c'est un calvaire. Donc n'utilisez pas ce type d'expression ici. Parlez plutôt d'une organisation forte et immédiate et une cessation immédiate de ces atrocités que nous décrions. Mais il y a des opérations sur terrain, je peux vous l'affirmer, il y a des opérations sur terrain qui essayent de mettre fin à cela. Que le gouvernement n'a pas croisé le bras. Je ne conteste pas et j'encourage le gouvernement, j'encourage les FARDC, mais je vous demande de ne pas utiliser le terme « essayer ». L'armée n'est pas là pour essayer de faire des choses. L'armée est là pour arrêter, condamner. Je crois que je n'ai pas parlé, M. Jean-Jacques, d'essayer, mais l'armée fait le nécessaire. Okay, il est sur terrain pour travailler. Ça, c'est mieux dit. C'est mieux dit. Mais bon, maintenant, il faut que le terrain réponde. Je crois qu'il y a eu encore un massacre la semaine passée. Donc l'armée est sur le terrain, nous attendons la réponse du terrain et la réponse du terrain est jusque-là pas satisfaisante. Donc lorsqu'elle le sera, comptez sur nous pour lancer toute forme d'éloge au FARDC. Voilà, alors on aimerait bien finir avec ces sujets, M. Jean-Jacques Mamba. Alors pour vous, pour ces gouvernements, il y a élection dans l'année prochaine avec les municipales, le local et autres. Il y a également la question de la sécurité qu'il faut tenir compte. Il y a également la question du social. Est-ce que pour vous, quelle serait la grande priorité pour ces gouvernements? Bon, vous savez, pour ce qui concerne les élections locales, il faut finir le découpage. C'est très très compliqué parce que là, on vient de nous sortir un tour de magie avec l'ONIP qui doit faire un recensement. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur la table. Mais je dois vous avouer que nous, l'opposition, nous avons deux priorités.
La première priorité, c'est la sécurité totale sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est une priorité absolue. Nous disons non à la mort de nos compatriotes pour des raisons encore obscures et nous demandons au gouvernement actuel, la nouvelle équipe, de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cela s'arrête. Maintenant, la deuxième priorité, c'est une priorité, comme vous le savez, électorale, une priorité d'alternance. Nous n'attendons plus beaucoup de ce gouvernement. Nous avons attendu pendant 15 ans, donc les résultats sont minimes. Déjà, on n'a pas de ministère d'Affaires sociales, donc on voit très bien que nous allons vers des eaux troubles. Nous disons qu'en 2016, il doit y avoir des élections constitutionnellement établies. Eh bien, nous aimerions qu'un compromis soit trouvé, que les moyens soient trouvés pour que ces élections, je dis bien générales, c'est-à-dire législatives et présidentielles, soient faites. Vous savez, il n'y a qu'une seule circonscription électorale pour les présidentielles, c'est le pays. Donc on peut ne pas faire le recensement pour aller aux élections présidentielles. On peut simplement enrôler les personnes sur toute l'étendue du territoire. Notre vœu et notre demande est que le cycle électoral soit poursuivi, c'est-à-dire qu'il y ait des élections provinciales, des élections sénatoriales, et qu'en 2016, nous ayons des élections présidentielles pour que nous, opposition, nous principalement MLC, pour ce qui nous concerne, nous présentions au peuple congolais notre projet d'alternance et nous prenions les commandes pour améliorer la situation. Et en ce qui concerne cette question des élections, le chef de l'État a bien dit, donc, cela se poursuivra selon la loi électorale en vigueur, et certainement il faut encore renforcer, doter la CENI des mesures possibles, non seulement en termes numéraires, c'est-à-dire le finance, mais également en termes de loi, comme et à quelques lois qui sont déjà en gestation au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais il me semble que le budget demandé par la CENI n'a pas encore été libéré par le gouvernement, que nous avons des bailleurs de fonds, notamment la MONUSCO, qui accepte de donner ce qu'elle peut donner, comme elle l'a fait en 2006, en 2011. Excusez-moi, à condition que nous produisions un calendrier global qui tient compte de toutes les échéances jusqu'en 2016. Donc, nous sommes un peu dans un cercle vicieux parce que les élections proposées par la CENI sont matériellement impossibles à réaliser, mais la CENI aussi conditionne le calendrier global par la justification des moyens. Et là, on est en train de tourner en rond, donc nous espérons que d'ici la prochaine session parlementaire, qui, j'ai ouï dire, se tiendra le 27 janvier. Le 27 janvier, en session extraordinaire. On pourra trouver la formule adéquate pour que les choses aillent bon train et que le cycle soit poursuivi. D'accord. Voilà, Monsieur Jean-Jacques Mamba, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ose croire que c'est pas la dernière, les temps nous a imparti. Donc, prochainement, on reviendra pour en parler encore plus et plus. Donc, merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices de la 96.2 MHz, la seule radio qu'on peut voir. C'est donc la fin de ces numéros de décryptage. On se retrouve à très bientôt.